Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Je vous le disais, Donald Trump en avait fait la menace et c'est désormais chose faite. La guerre commerciale est donc ouverte. Les produits du monde entier seront désormais taxés aux portes des États-Unis. Alors quelles conséquences pour l'économie, les entreprises, les consommateurs, les marchés? Quelle riposte possible? On en parle cet après-midi avec nos invités en plateau. Bonjour Anne Kratz. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes docteur en histoire, membre du think tank The Quincy Institute et spécialiste de la politique étrangère américaine. Merci d'être avec nous. Bonjour Sylvain Bersinger. Bonjour. Vous êtes chef économiste au cabinet Asterès. Merci d'être avec nous sur France Info. Et puis Huguette, bonjour. Bonjour. Notre journaliste spécialiste des questions internationales à France Info. Merci d'être avec moi cet après-midi. Je le disais, c'est donc une annonce faite en grande pompe depuis la Maison-Blanche hier soir. Et les choses sont désormais claires. Les États-Unis sont en guerre, une guerre commerciale avec le monde entier et notamment l'Union européenne. Écoutez. Ils le seront parce que nous ne facturons jamais rien à personne. Mais maintenant, nous allons les faire payer. L'Union européenne, ce sont des commerçants très durs. Vous pensez que l'Union européenne est très amicale ? Ils nous arnaquent avec des taxes à 39%. C'est tellement triste à dire, tellement pathétique. Nous allons leur faire payer 20%. Nous allons donc leur facturer la moitié. Entendre le président des États-Unis, André Lescruc-Bietri, bonjour. Vous nous avez rejoint en plateau. Vous êtes directeur de la Joint European Disruptive Initiative et spécialiste des questions européennes. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais en tout cas, bienvenue à vous sur ce plateau. On vient d'écouter le président des États-Unis. On a vu que l'Union européenne est dans le viseur. Les pays européens se préparaient depuis plusieurs semaines, mais ils ne s'attendaient pas à des annonces de ce niveau-là. Oui, enfin, je crois que l'Europe, en fait, on continue à ne pas vouloir voir la vérité en face. Et quand j'entends que la plupart des mesures de rétorsion qui vont au-delà du Bourbon ou des Harley-Davidson seront prises peut-être en fin de mois, on continue à être ce continent de la surprise stratégique. Et si on veut véritablement faire peur à quelqu'un, il faut toujours anticiper, prévoir. C'est ce qu'on voit en Ukraine et c'est ce qu'on aurait dû voir dans les droits de douane. Trump 2 est véritablement très différent de Trump 1. Trump 1 a annoncé beaucoup de choses, il en a fait très peu. Trump 2, depuis le début, fait tout ce qu'il dit. Et ça ne devrait être une surprise que pour ceux qui n'ont pas lu ou écouté le président des États-Unis depuis maintenant 3 mois. Et on est effectivement dans une stratégie complètement centrée sur, non pas même les États-Unis, parce que ça va faire beaucoup de mal aux États-Unis, mais sur ce mouvement MAGA qui est autour du président, avec beaucoup de dysfonctionnements, des raisonnements économiques qui sont totalement différents de ce qu'on pourrait penser être la rationalité. Et je pense qu'il faut commencer à comprendre en Europe que nous ne sommes plus dans un monde rationnel et que nous-mêmes, on doit agir comme une puissance. Et je crois que nos citoyens, ils attendent un besoin de puissance, ils n'attendent pas des réponses technocratiques. On va bien voir ce qui va se passer. Anne Kratz, est-ce qu'on peut estimer qu'on change d'air avec cette déclaration de Donald Trump? Il faut aborder ce problème de deux façons. C'est-à-dire, la première façon, selon moi, ça serait de garder son calme, de ne pas répondre systématiquement aux provocations de M. Trump, mais d'en ignorer un certain nombre. Ça serait une meilleure approche diplomatique et psychologique, si j'ose dire. Et le deuxième élément qui est important dans cette histoire, c'est que effectivement, il faut que les autres pays se rendent compte que nous avons atteint la fin d'une ère et il faut se préparer à de très profonds changements, non seulement économique, mais dans tout notre rapport à la production industrielle, à la production des objets, à l'achat des objets, à la consommation, etc. Et aussi à la notion d'être suffisant. Par exemple, au point de vue de l'agriculture, disons. Bon. Donc c'est ça, je crois que les Européens, qui ont effectivement, comme le disait monsieur, eu un peu le temps de se préparer, ils ont quand même été sonnés par les montants affiché hier sur cette drôle de petite carte qu'on dirait sortie d'une école des années 50. Enfin bon, Trump adore ce genre de truc. Je crois qu'une meilleure solution quand même pour les Européens et pour le reste du monde, mais là on est en Europe, ça serait de garder son calme et de faire non pas le gros dos, mais de simplement attendre un petit peu, de savoir quels vont être les effets exacts, même de voir pour certaines matières un certain nombre de choses qui seraient
on peut le dire, parfaitement légitime du point de vue des États-Unis. On va revenir évidemment. Et puis aussi, si je peux me permettre de finir avec ça, de penser que les gens qui achètent du champagne aux États-Unis, 20% de plus, ça ne va pas leur faire grande différence. S'ils veulent du champagne, ils continueront à en acheter. Effectivement, on va rentrer dans le détail des conséquences effectivement à mesurer de ces mesures. Huguette, on entendait Donald Trump dire l'Europe nous taxe à 39%. C'est faux. D'où sort ce chiffre? Enfin, si on arrive à savoir d'où il sort. Ah ben, je vais vous dire, je n'en sais rien. C'est totalement aberrant. Peut-être que des économistes patentés vont nous expliquer. Le prix d'amis, en revanche, ça, je pense avoir compris comment ça a été calculé. C'est-à-dire, le prix d'amis, donc pour l'Europe, c'est les 20%. Ce serait donc le ratio entre le déficit des États-Unis en matière de balance commerciale avec l'Europe et le total des importations américaines en provenance d'Europe. Donc, grosso modo, 150 milliards de déficit sur les biens, on ne parle pas des services non plus, où la balance est excédentaire pour les États-Unis, mais 150 milliards de déficit de biens pour les États-Unis sur en gros 590 milliards, 600 milliards d'importations en provenance de Bruxelles et des pays européens. Sylvain Bersanger, vous savez d'où vient ce chiffre de 39% qui a été annoncé hier par Donald Trump? Précisément non, parce que je crois que personne ne le sait. C'est ça. Mais de ce qu'on comprend, c'est un peu ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'en fait, sur ce fameux tableau, Trump a mis les droits de douane supposés des autres pays qui pénaliseraient les États-Unis. C'est complètement aberrant. Le droit de douane moyen sur les marchandises européennes qui vont aux États-Unis, c'est autour de 3-4%, grosso modo. Donc là, il a annoncé 39%. Et comme vous le disiez, visiblement, en fait, ce qu'on a... Parce que la Maison-Blanche a publié une espèce de petit communiqué pour expliquer, alors qu'une formule mathématique en apparence savante, mais qui en fait, à mon avis, ne veut pas dire grand-chose. Et effectivement, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont pris le déficit commercial américain rapporté aux importations et ça fait 39%. Et donc, ils ont dit c'est le niveau de taxe qu'impose l'Union européenne. Mais en fait, ça n'a pas de sens. C'est pas le niveau de taxation des produits européens. Donc, en fait, il y a une... Tout ça est un petit peu lunaire quand même, il faut le dire. Oui, alors on va même jusqu'à rajouter la TVA, par exemple, alors que la TVA, de toute façon, c'est un bien que paye le consommateur, quel que soit le produit, qu'il soit importé ou exporté. Alors, on parlait de la riposte. En France, Emmanuel Macron réunit en ce moment à l'Élysée à partir de 16h. Depuis 16h, les représentants des filières affectées par ces mesures tarifaires annoncées par les États-Unis. On va retrouver notre journaliste Majid Kiad. Bonjour Majid, c'est donc une réunion de crise qui commence en ce moment à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Oui, réunion de crise, réunion aussi pour rassurer tous ces patrons, ces chefs de fédération, ces représentants de secteurs qui vont être touchés par la hausse des droits de douane décidés par Donald Trump. Autour de la table en ce moment même ici à l'Élysée, il y a le président de la République, Emmanuel Macron, il y a des membres de son gouvernement, notamment la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, ou encore le ministre de l'Économie, Éric Lombard. Il y a aussi des grands patrons, notamment le patron d'Airbus, parce que la filière aéronautique française exporte chaque année l'équivalent de 9 milliards d'euros vers les États-Unis. C'est un quart des exportations qui vont vers les États-Unis en ce qui concerne cette aéronautique française. Et puis il y a des représentants du milieu pharmaceutique, des représentants de la chimie, du luxe, notamment LVMH ou encore Galeries Lafayette. Un proche du chef de l'État me disait l'objectif, c'est aussi avec les personnes qui seront autour de la table, d'aborder cette riposte, cette réponse qui sera nécessairement à l'échelle européenne avec la Commission européenne. L'un des participants s'est arrêté au micro de Sophia Dolé juste avant d'aller à cette réunion. Je vous propose d'écouter le patron de la CPME, Amir Reza Tofighi, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, oui, il y a un choc depuis hier soir parce qu'on ne pensait pas que ça allait être aussi important. Ce qu'on attend, en effet, c'est bien évidemment un soutien de l'État sur les secteurs d'activité qui seront touchés. On n'appelle pas un nouveau quoi qu'il en coûte, mais à des mesures ciblées sur les entreprises et les secteurs d'activité qui seront touchés. Et bien évidemment, une réponse forte, mais une réponse stratégique. Ça veut dire qu'il faut aller négocier avec les Américains avec un rapport de force, donc aller chercher qu'est-ce qui peut faire mal aux Américains, mais ne pas se mettre dans une situation difficile demain, parce que bien évidemment, la guerre commerciale, si elle commence, on sait bien qu'elle va toucher encore plus d'entreprises et que c'est un peu comme la machine à taxe, une fois qu'elle commence, on ne sait jamais quand ça s'arrête. Il y a aussi autour de la table Luc Châtel, l'ancien ministre de l'Éducation nationale qui s'est reconverti dans le milieu de l'automobile puisqu'il est le président de la plateforme automobile. Il représentera ce secteur qui va être très touché par ces droits de douane qui augmentent du côté des États-Unis puisque Donald Trump a décidé en ce qui concerne l'automobile d'élever ses droits de douane à plus de 25%.
Merci beaucoup Majid Kiat. Vous suivez donc cette réunion qui a donc commencé à 16h à l'Elysée en présence, donc vous l'avez dit, des représentants des filières qui vont être impactés par ces droits de douane. Andrea Lescrugue-Pietri, quel peut être là le discours du gouvernement? On l'a vu, il y a beaucoup de représentants, il y a aussi beaucoup de monde du gouvernement. Quel peut être le discours là, des membres du gouvernement vis-à-vis des représentants de ces filières qui sont nombreuses et qui vont être impactées? Oui, j'entendais une des personnes interviewées dire on ne réclame pas un quoi qu'il en coûte, mais j'avoue que je suis toujours un peu frappé de voir des représentants d'entreprises privées où dès qu'il y a un problème, on s'adresse à l'État. Donc ça, c'est quand même une remarque tout à fait personnelle. Je trouve on a une vision du libéralisme qui est quand même assez étonnante dans notre pays. Je pense que au-delà, la vraie réponse, c'est, je crois que quelqu'un de nous le disait tout à l'heure, c'est une vraie réponse stratégique de l'Europe. Aujourd'hui, pourquoi avons-nous besoin du marché américain dans beaucoup de domaines? Alors, pas dans quelques cas comme l'aéronautique où on est déjà dominant chez nous. C'est qu'en fait, notre marché unique, ça on le dit déjà depuis pas mal d'années, et un ancien Premier ministre italien, Enrico Letta, en a fait un rapport l'année dernière pour dire que le fameux marché unique européen aujourd'hui est une illusion dans beaucoup de domaines. Il n'existe pas de marché unique. Donc on n'arrive pas à obtenir toute la valeur de l'immense marché théorique qu'on a. Donc la vraie réponse stratégique de la France et de l'Europe serait de dire, eh bien on se donne 3 mois pour le compléter. Je sais, ça semble absolument ahurissant pour la plupart, tellement c'est compliqué, procédurier. Mais ça serait ça la véritable réponse stratégique. C'est-à-dire concrètement je vous donne un exemple. Sur tous les secteurs d'avenir, l'énergie, on parlait de la santé, là, les groupes pharmaceutiques, la cybersécurité, l'IA. Aujourd'hui, en fait, on a 27 marchés différents. Vous êtes une entreprise pharma française, vous allez en Allemagne, vous avez besoin de repasser par les fourches codines de l'autorité de santé allemande. Et l'inverse est vrai. Vous êtes une banque allemande, vous allez en France, vous avez besoin de repasser par l'autorité des marchés financiers. Donc vous voulez dire mutualiser, unifier les réglementations, les marchés, pour que ce soit un réel marché commun. De prendre des vraies mesures de courage. Alors ça semble ne pas avoir une relation directe avec ce qu'a annoncé Trump. Mais vous voyez, il y a eu un lancement relativement réussi d'un lanceur allemand pour avoir plus d'indépendance de l'accès à l'espace. Et la conséquence directe serait de dire on a déjà Ariane, on a déjà ce lanceur allemand, et bien tous les autres projets, on va concentrer nos efforts et ne pas continuer à faire chacun dans son coin, son petit lanceur, son petit héros de l'IA. Donc ça serait des vraies réponses stratégiques. Et la troisième chose, très franchement, les Harley Davidson ou le Bourbon, mais c'est de la plaisanterie. Madame disait, c'est comme avec le champagne. Ceux qui sont vraiment des fans de Harley et de Bourbon, ils continueront à la fois à en acheter et à en boire. Il faudrait vraiment se poser la question stratégiquement ou de manière absolument critique. Les États-Unis sont dépendants de notre industrie, que ce soit de nos composants, que ce soit de nos technologies, etc. Il faut viser effectivement où ça fait très mal. Et moi, personnellement, alors pour le coup, je suis en désaccord assez complet. Regardez ce qui se passe avec le Danemark. Le Danemark a tenté, avec l'histoire du Groenland, depuis 2 mois, de faire une stratégie d'appeasement. Ce mot quand même très lourdement connoté, 1938, Munich, etc. Ça n'a pas marché du tout. Au contraire, ça a encouragé les États-Unis à aller plus loin. Je pense qu'avec cette administration-là, il n'y a pas d'autre choix que de réagir de manière extrêmement brutale. Et ça va faire mal. De toute façon, ça va nous faire extrêmement mal. Regardez les marchés financiers qui dévisent tous aujourd'hui. Oui, effectivement. On va revenir effectivement à la mesure de la riposte. Comment elle doit se définir et avec quelles mesures. Mais pour revenir à cette réunion qui a lieu en ce moment même à l'Élysée, une réunion de crise au lendemain de cette annonce de Donald Trump, Sylvain Bersinger, évidemment, on a vu la diversité des secteurs qui sont représentés. Les grands groupes, forcément, seront plus à même de répondre ou d'encaisser le choc que des PME. On a entendu à l'instant le représentant des petites et moyennes entreprises. Je pense que ce qui va beaucoup dépendre aussi, c'est la part du marché américain dans le chiffre d'affaires de chaque entreprise. C'est vrai que les secteurs qui sont en première ligne, je pense aux cosmétiques. Pour les cosmétiques, les États-Unis, c'est le premier marché à l'export. Donc voilà, il y a quelques secteurs. En fait, ce n'est pas du tout toute l'économie française qui est touchée. C'est quelques secteurs qui sont très dépendants du marché américain. Les États-Unis, c'est à peu près 4% de nos exportations. Donc, il ne faut pas non plus... c'est pas la récession qui nous guette. Mais c'est vrai que dans l'aéronautique, dans le luxe, dans le vin, même si c'est vrai que sur le champagne et certains produits haut de gamme, 20%, bon, ça ne change pas la face du monde. La pharmacie, mais la pharmacie est... n'est pas concernée par les droits de... Il y a quelques exceptions dans ces droits de douane. Donc, je pense qu'il y a quelques secteurs et quelques entreprises très dépendantes du marché américain qui vont souffrir. Mais encore une fois, les États-Unis, c'est 4% de nos exportations à peu près. Donc c'est un choc. Je crois que c'est surtout aussi un choc symbolique extrêmement fort.
C'est-à-dire qu'en quelques semaines, on est en train de revenir au niveau de droits de douane d'il y a un siècle à peu près, grosso modo. Donc en fait, on a effacé 80 ans de mondialisation du commerce. Donc je crois que c'est un choc symbolique tout aussi fort que le choc économique concret. Huguette, effectivement, on atteint un niveau historique là avec ce qu'annonce Donald Trump. Oui, alors il faut relativiser juste un peu parce qu'il y a une période qui est un peu oubliée, qui est une période de référence aussi pour Donald Trump. C'est le début des années Reagan. Reagan, lorsqu'il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il trouve? Un déficit budgétaire abyssal, un déficit commercial abyssal. Tiens, ça rappelle la position des États-Unis aujourd'hui, ce qui veut d'ailleurs dire au passage que les États-Unis vivent largement au-dessus de leurs moyens. Eh bien, lorsque Ronald Reagan voit ces problèmes, il s'en empare, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mener une guerre commerciale, avec notamment des droits de douane, avec notamment du protectionnisme. Alors là, ce n'est pas contre le monde entier, c'est là que ça change, c'est à l'époque contre le Japon. Le Japon, on va dire, à l'époque de Reagan, c'était un peu la Chine de Trump aujourd'hui, c'est-à-dire un pays qui déversait massivement ses matériels, notamment ses matériels électroniques, les téléviseurs, les VHS, etc. Enfin, les voitures, c'est toujours dans le viseur de Trump aujourd'hui, mais à l'époque, elles s'appelaient Toyota, ces voitures. Et donc, c'est un bis repetitum d'une certaine manière de ce que Reagan a fait donc pendant des années vis-à-vis du Japon quasi uniquement et non pas vis-à-vis de la plupart des pays. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, Reagan recherchait l'affaiblissement du dollar. C'est probablement aussi ce que recherche Donald Trump parce que ça, c'est une arme de destruction massive. Exactement. Ah bah oui, j'allais le dire parce que c'est ça qu'il faut vraiment regarder de près. Parce que ça c'est une menace bien plus importante pour le système financier mondial. Et on sait très bien que les gens qui ont écrit le programme qui s'appelait 2025 pour Donald Trump ont beaucoup mis l'emphase là-dessus. Ils ont très peur que le dollar ne domine plus le commerce mondial. Et donc, ils font tout pour que ça continue comme ça. Donc, toute cette histoire est une histoire éminemment géopolitique, pas seulement commerciale. Personnellement, j'ai écrit il y a un certain nombre d'années un livre qui s'appelait L'histoire du commerce franco-russe de Colbert, à partir de Colbert jusqu'au XXe siècle. Et je peux vous dire que la guerre commerciale, c'est quelque chose qui arrive tout le temps, tout le temps, et dans tous les pays. J'allais écrire un livre sur l'histoire du commerce franco-américain. Mon éditeur m'a dit personne ne s'y intéressera. Peut-être que c'est le moment de le faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment envisager les choses. Il me semble que l'Union européenne, qui est visée dans son ensemble, comme chacun le sait, et pas chaque pays par pays, il faut qu'elle se présente pas en ordre dispersé. Ça, c'est une chose. Mais il faut aussi qu'elle envisage les choses du point de vue stratégique dans la géopolitique. Par exemple, pour l'approvisionnement en énergie. Je viens d'entendre le patron des industries italiennes qui disait « Oui, il faut absolument qu'on se procure de l'énergie à meilleur coût, si on veut rester compétitif. Et donc, on n'exclut pas de refaire des affaires au niveau de l'énergie avec la Russie. » Bon. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Parce que si l'Amérique et la Russie s'entendent par-dessus la tête des Européens et forcent les Européens à acheter du gaz russe au prix du gaz américain, je crois que là, les Européens ont beaucoup de soucis à faire. C'est comme ça qu'il faut aborder cette affaire. On parlait des conséquences très concrètes des décisions et des mesures annoncées par Donald Trump sur le marché américain. Peut-être qu'on peut voir en direct le cours du Dow Jones qui est en train de chuter, moins 3,6%. On le voit donc, cette mesure donnée en direct et qui est donc en train de chuter, conséquence des annonces faites hier par le président des États-Unis. Pour revenir... Si je peux juste compléter aussi pour certaines valeurs qui sont quand même assez importantes. Apple, moins 9%. Meta, c'est Facebook et Instagram, notamment le groupe de Mark Zuckerberg, 7,13%. Amazon, moins 6%. Tesla, moins 5%. Non, moins 3,47%. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de valeurs, notamment les valeurs de la tech, qui sont très proches de Donald Trump, qui sont dans le rouge. Et on voit ces images en direct depuis l'Élysée où cette réunion de crise a donc commencé tout à l'heure pour recevoir tous les représentants des secteurs concernés par les mesures annoncées hier par le président des États-Unis. On voit le Premier ministre et le président Emmanuel Macron sera évidemment présent aussi. On va revenir dans le détail sur les conséquences justement pour la France. Quels secteurs, quelles entreprises, qui sera le plus touché? On voit cela avec Dorothée Lachauffe. Ce matin, réveil difficile pour Mathilde de Calurtou.
Pour cette viticultrice dans le Bordelais, l'annonce par Donald Trump hier de droits de douane de 20% sur les produits importés de l'Union européenne est un cauchemar. Ce matin, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous. On a du mal à comprendre aussi, même si on avait été prévenu, ce côté... ok, c'est abrupt. Je l'annonce maintenant, c'est applicable dans 5 jours. Dans son exploitation, les États-Unis représentent le 2e plus gros marché, soit 15% du chiffre d'affaires. La viticultrice redoute une baisse de ses ventes. On est dans des vins qui sont dans les 15-16 $, qui est un prix aussi psychologique, on va dire, aux États-Unis. Dès qu'on va mettre 20% là-dessus, ils vont s'approcher des 20 $. Et en fait, là, vous changez de catégorie. Sauf que nous... ça sera moins vendu. Et ça sera moins vendu, évidemment. Une crainte partagée par toute la filière qui redoute une perte de 800 millions d'euros. Même inquiétude chez les producteurs de fromage. Chaque année, 25 000 tonnes de brie, emmental et autres variétés tricolores partent outre-Atlantique. Est-ce que le consommateur américain est prêt à pouvoir consommer et absorber cette hausse de prix, que ce soit l'emmental ou le brie, là où on peut avoir éventuellement de la concurrence d'autres zones laitières mondiales, notamment je pense à la Nouvelle-Zélande. Fromage, mais aussi aéronautique ou industrie pharmaceutique. Autant de secteurs français qui exportent beaucoup aux États-Unis. Comme cette entreprise spécialisée en composants électroniques. Ici, c'est un casse-tête. Le patron leur vend 30% de sa production et craint pour l'emploi. Si on va taxer le produit, moi je vais le revendre forcément plus cher. Ça peut avoir des répercussions sur le niveau de l'activité. Et si ça a une répercussion sur le niveau de l'activité, forcément c'est lié au nombre de personnes que vous aurez dans l'entreprise. Et nous sommes en direct avec Arnaud Aimé. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes spécialiste des transports et de l'aéronautique chez SIA Partners. Merci d'être avec nous en direct. On l'a dit, une hausse de 25% des taxes sur les voitures venant de l'étranger qui entrent donc dans les frontières américaines. Une hausse de 20% sur les produits européens. François Bayrou, le Premier ministre, parlait d'une décision qui était une catastrophe pour le monde de l'économie et qui créera une immense difficulté pour l'Europe. Qu'en pensez-vous effectivement? Est-ce qu'il s'agit d'une décision catastrophique? Oui, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour l'Europe. Pour certains des secteurs dont je m'occupe, vous parliez du transport et de l'aéronautique. Alors, c'est surtout vrai dans l'automobile en Europe davantage que pour l'aéronautique. On pourra en reparler, mais c'est aussi le cas pour le monde des vins et spiritueux. Vous l'avez évoqué dans le reportage, pour le monde de l'alimentaire. Et on sait que ça concerne, tout comme les vins et spiritueux, particulièrement la France, mais aussi des pays comme l'Italie et l'Espagne. Pour l'automobile, c'est l'Allemagne qui est particulièrement concernée avec ses constructeurs aux marques premium qui exportent vers les États-Unis. Donc j'ai envie de dire qu'il y en a pour tout le monde. Votre reportage parlait de la pharma. La France est exportatrice de produits pharmaceutiques, mais d'autres pays comme l'Irlande le sont encore plus vers les États-Unis. Donc oui, il y en a aujourd'hui pour tout le monde en Europe. Oui, c'est une mauvaise nouvelle aujourd'hui. À voir comment toute cette histoire, cette guerre commerciale qui commence aujourd'hui va se terminer. On pourrait aussi imaginer qu'on en sorte par le haut. Bon, on n'en est pas encore là dans la réflexion aujourd'hui, mais le pire n'est jamais certain. L'objectif de cette hausse de 25% des taxes sur les voitures venant de l'étranger, l'objectif pour Donald Trump, c'est quoi? C'est de faire revenir aux États-Unis les constructeurs nationaux qui assemblent à l'étranger. Est-ce que ce type de taxe peut être efficace pour l'industrie américaine? Oui, ça peut être efficace pour l'emploi industriel aux États-Unis. Alors, ça ne suffit pas non plus. Il faut réunir quelques facteurs, comme un prix de l'énergie qui soit compétitif, comme une fiscalité qui soit attractive pour les États-Unis. Et s'agissant de l'énergie comme de la fiscalité, le gouvernement Trump, comme le précédent d'ailleurs, il y met tous les moyens. L'énergie, elle est bon marché parce qu'il y a énormément de production de pétrole, notamment avec les gaz de schiste, par exemple. La fiscalité, Trump agit pour baisser la dépense publique et baisser les impôts qui sont payés pas seulement par les citoyens, mais aussi et beaucoup par les entreprises. Donc, il met en place un climat qui est favorable à l'emploi industriel aux États-Unis et le bras de fer qui est engagé pour y être favorable aussi. Vous parliez des constructeurs américains. Ils ne sont pas tous dans la même situation. On a aujourd'hui deux situations opposées aux États-Unis. D'abord, parmi ce qu'on appelle les Big Three, donc les constructeurs historiques, il y a un General Motors comme un Stellantis, dans l'enseignement Chrysler, qui produisent beaucoup en dehors des États-Unis, notamment au Mexique et au Canada, donc qui sont très concernés
par ces droits de douane. Ford est moins dans cette situation. Et puis à l'autre bout du spectre, on a un Tesla qui aujourd'hui assemble ses véhicules pour le marché américain seulement aux États-Unis, donc qui est moins concerné, même si par contre ils importent des composants, ils importent des matières premières comme l'aluminium et l'acier depuis le Canada, donc il y aura aussi des impacts. Donc pour le consommateur américain, on parlait d'emploi industriel, mais il y a aussi le consommateur. Pour le consommateur américain, il y aura très probablement une inflation. Par contre, cette inflation, elle ne va pas forcément toucher tous les Américains. Ceux qu'elle va toucher le plus, c'est ceux qui consomment des produits importés, donc certaines marques automobiles, et puis aussi les Américains les plus aisés, qui sont ceux qui consomment de l'automobile allemande ou des vins français ou des produits alimentaires italiens. Sylvain Bersinger, juste, on voit à l'écran le président de la République qui arrive donc pour cette réunion qui a lieu en ce moment à l'Élysée avec les représentants des secteurs qui vont être touchés par ces droits de douane imposés désormais par les États-Unis. Sylvain Bersinger, on parlait des conséquences pour les Américains, des hausses de taxes. Ça veut dire aussi effectivement des problèmes de pouvoir d'achat, une inflation qui augmente. Mais comme le disait notre invité, tous les Américains ne seront pas touchés à la même hauteur. C'est un petit peu difficile de savoir précisément quels Américains seront touchés, parce que votre invité avait raison de dire pour les produits européens, c'est avant tout des Porsche allemandes et des vins français, mais il y a aussi des droits de douane sur le textile du Bangladesh, qui là est du textile bon marché, sur des produits chinois de grande consommation. Là, c'est vraiment des taxes tout azimut. Donc, dire aujourd'hui que ce sera plus les plus aisés ou les plus modestes qui seront plus touchés, je ne serais pas l'affirmer, parce qu'en fait, c'est vraiment toutes les marchandises qui arrivent qui seront taxés, même sur l'alimentaire, même sur le textile, même sur l'électronique. Parce qu'effectivement, par exemple, sur l'électronique, on va prendre l'exemple d'Apple, qui fabrique en Chine. Eux aussi seront soumis à ces taxes. Les téléphones qui seront vendus aux États-Unis seront soumis à ces taxes, puisqu'il y a une partie des éléments qui seront fabriqués en Chine. Bien sûr, oui. En fait, donc ça veut dire que les prix des téléphones vont bondir, et là, tous les Américains seront concernés. Oui, bien sûr. C'est pas la nationalité de l'entreprise qui fait la taxe, c'est le lieu de production. Donc si Apple fait assembler ses iPhones en Chine, mécaniquement, ils seront impactés par la taxe qui, maintenant, sera de 54% sur les produits chinois. Donc je crois que c'est vraiment toutes les importations, donc tous les produits industriels. Et donc je crois que c'est tous les Américains qui seront touchés. On va écouter le président de la République qui ouvre donc cette réunion de crise à l'Élysée. On écoute. Et avec le vice-président de la Commission européenne, je vous remercie de sa présence, qu'il était important que nous puissions nous retrouver le plus rapidement possible après les annonces de la nuit dernière du président Trump, qui sont un choc pour le commerce international, pas simplement pour l'Union européenne, la France, mais au fond pour le bon fonctionnement du commerce. Et ceci implique évidemment une mobilisation française et européenne. Je le dis ici, mobilisation pour l'ensemble de notre territoire d'abord, parce que la liste qui est sortie hier soir est inquiétante pour plusieurs de nos territoires ultramarins, et elle supposera une mobilisation toute particulière du gouvernement et du monde économique pour être aux côtés. Je pense à la Réunion ou Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont fait l'objet apparemment de tarifs exorbitants, et évidemment pour beaucoup de filières qui sont présentes autour de cette table et que vous représentez, certaines d'entre elles étant d'ailleurs déjà touchées par des mesures de représailles commerciales par la Chine. Je pense Cognac, Armagnac et largement la viticulture et viniculture qui sont évidemment particulièrement touchés, que nous continuons d'accompagner. Et le voyage récent du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a permis d'ouvrir, je fais cette parenthèse, quelques premières voies. En tout cas, je veux ici dire très clairement pour les entrepreneurs et l'ensemble des salariés de ces secteurs que nous serons à leur côté pour apporter des réponses concrètes. Je vais y revenir. La décision qui a été annoncée cette nuit est une décision brutale et infondée. Elle est infondée parce qu'on ne corrige pas des déséquilibres commerciaux en mettant des tarifs. Et les bases de la théorie économique montrent le contraire, surtout d'ailleurs quand les déséquilibres ne prennent pas en compte les services numériques, pour ne citer qu'eux ou d'autres. Et au fond, cette décision va toucher tous les secteurs pour nos économies. Sur les 500 milliards que les Européens exportent vers les États-Unis d'Amérique, à date, nous avons une visibilité sur plus de 70% qui seront touchés par les tarifs. Mais ceci, c'est en attente de ce qui est à confirmer, puisqu'on va avoir 20% de tarifs pour tous les secteurs, sauf aluminium, acier, automobile qui sont déjà à 25%, et pharmacie, bois et semi-conducteurs, sur lesquels les annonces vont suivre, mais qui seront vraisemblablement au moins à 25%. Et donc, on le voit bien, c'est un impact massif qui va toucher tous les secteurs
l'économie et de l'export européen. Alors avec un enjeu pour la France qui est plus limité que pour certains autres pays, enfin qui est là, et qui pour certaines filières va être massif. Pour nous, c'est 1,5% de notre PIB qui représente les exportations vers les États-Unis. Bon, pour l'Italie, c'est plus de 3% de son PIB, l'Allemagne 4%, l'Irlande 10%. Donc il y a des pays qui sont encore plus exposés que nous, mais ce n'est pas peu de choses. Surtout, nous aurons à prendre en compte, évidemment, les conséquences indirectes de ces mouvements. Parce que les tarifs sont massifs sur la Chine, l'Inde et plus généralement l'Asie du Sud-Est, ce qui va créer des risques de potentiel déport de certains de ces produits et biens, qui va impacter très clairement nos économies et l'équilibre de certaines filières et de nos marchés. Et donc, au total, on le voit bien, c'est une ampleur qui est en tout cas inédite. Mais ce sur quoi je veux insister au début de cette réunion, c'est que l'ampleur et le caractère négatif est avant tout pour l'économie américaine. Et une chose est sûre, avec les décisions de cette nuit, l'économie américaine et les Américains, qu'il s'agisse des entreprises ou des citoyens, sortiront plus faibles qu'hier et plus pauvres. Et je pense qu'il faut le marteler. Et il faut le marteler, et nous, il faut tenir, je vais y revenir, parce que ces décisions, elles ne sont pas soutenables pour l'économie américaine elle-même. L'impact sur l'économie américaine est immédiat, là où il va mettre plusieurs années à être tangible dans les économies européennes, mais surtout, il est bien plus massif. Selon les premières analyses, autour de 2 points de PIB. Et donc, on voit bien que ça n'est pas soutenable si nous savons nous organiser, c'est-à-dire être à la fois réactifs, unis et organisés. C'est au fond cela dont il s'agit. La réponse doit venir de l'Europe. J'étais à l'instant avec la présidente von der Leyen qui est en Ouzbékistan pour une discussion entre la sous-région et l'Union européenne. Mais très clairement, elle est en train de concerter la réponse des Européens, puisque c'est une compétence de la Commission, pour à la fois répondre à ces vagues tarifaires et puis prendre en compte les conséquences indirectes que j'évoquais. En termes de méthode, la riposte européenne se fera en 2 étapes, parce que riposte, il y aura, de manière claire. Et je le dis pour que ce soit clair pour tout le monde, la première riposte aura lieu mi-avril. Elle portera sur les taxes déjà décidées, en particulier sur acier et aluminium. Et les difficultés qui avaient pu apparaître sur des premières listes ont pu être corrigées. Et donc les réponses qui arriveront dans les jours qui viennent seront des réponses qui sont sur le premier paquet, acier-aluminium. La deuxième réponse, plus massive, celle aux tarifs annoncés hier, se fera à la fin du mois, après une étude précise, secteur par secteur, et un travail avec l'ensemble des États membres et évidemment des filières économiques. Alors là aussi, et pour cela, c'est ce que je voulais qu'on commence à organiser à l'échelle de la France, on a besoin de vous. D'abord, je vous invite à faire remonter au niveau européen, en lien avec le ministère de l'économie et vos différents ministères sectoriels, et avec le ministère du Commerce extérieur, toutes vos demandes et recommandations éventuelles. Et c'est important de pouvoir relayer tout de suite en temps réel la chose. Je vous demande aussi de bien vouloir vous coordonner avec vos homologues européens pour faire remonter un travail unifié, fort et résolument européen. Et je pense qu'il est très important d'être très clair, nous, filière par filière, mais de tout de suite essayer de jouer européen pour pas qu'il y ait, si je puis dire, d'échappées solitaires. Et au fond, nous avons besoin, dans cette phase, de rester unis et d'être déterminés. Et je le dis aussi parce que je sais ce qui va se passer, les plus gros auront tendance à jouer solo. Et ce n'est pas une bonne idée. Si la réponse aux tarifs qui viennent d'être mis par l'administration américaine, c'est de faire des concessions immédiates ou d'annoncer des investissements pour pouvoir négocier des exemptions, c'est une très mauvaise idée. Parce que nous avons une force. C'est un marché de 450 millions d'habitants. C'est ça l'Europe. L'Union européenne, c'est 450 millions de consommateurs. C'est plus que le marché américain. Et donc, si les Européens jouent groupés, c'est-à-dire préparent la réponse, qu'elle est unifiée, qu'elle est proportionnée, mais qu'elle est réelle, mais que derrière, toutes les filières jouent de manière cohérente et qu'il y ait une vraie solidarité de filières, à ce moment-là, nous saurons avoir ce qui doit être notre objectif, qui est le démantèlement des tarifs. L'objectif, c'est évidemment nous qu'on apporte une réponse, mais avec un terme à tout cela, c'est que par la négociation, on arrive évidemment à démonter les tarifs qui ont été annoncés ces dernières semaines et en particulier ces dernières heures, et que nous, on démonte les nôtres. Nous sommes, croyons, dans la vertu du commerce.
Mais simplement, on n'est pas naïf, donc on va se protéger. Mais j'insiste sur l'importance de la réactivité, de bien préparer la réponse filière par filière, d'être unis, et surtout qu'il y ait une solidarité dans chaque filière. Et donc je pense que ce qui est important, et c'est tout le travail qu'il faut faire par filière, que les investissements à venir ou que les investissements annoncés ces dernières semaines, ils soient un temps suspendus tant qu'on n'a pas clarifié les choses avec les États-Unis d'Amérique. Parce que quel serait le message d'avoir des grands acteurs européens qui se mettent à investir des milliards d'euros dans l'économie américaine au moment où ils sont en train de nous taper? Donc il faut qu'on ait de la solidarité collective. Au-delà de cela, je veux qu'on puisse avancer tous ensemble sur un agenda. Première chose, c'est que, au fond, le constat américain est un bon constat. La réponse est mauvaise. Et faisons le même constat. Il y a trop de désindustrialisation en Occident. La réponse, c'est pas de mettre des tarifs et de casser le commerce international. C'est d'être plus productif en Occident. Et donc, nous devons travailler dans le même temps, au niveau français et européen, à accélérer nos programmes d'investissement, de réindustrialisation, nos simplifications, que beaucoup d'entre vous portent, françaises et européennes, et au fond, un agenda de simplification, de compétitivité, de réindustrialisation. Cette réponse, elle est essentielle dans la période, il faut l'accélérer. Au niveau français et européen, ça fait partie du travail que je veux qu'on conduise ensemble. Ensuite, on doit assumer aussi l'agenda de décarbonation, parce que c'est un levier d'indépendance. Parce que je rappelle que quand on regarde notre commerce extérieur, son déficit, ses déséquilibres, il est aux 2/3 conduit par notre dépendance à des hydrocarbures et du fossile que nous ne produisons pas mais que nous consommons. Donc tout l'agenda de décarbonation qu'on a enclenché, sur lequel on investit, est bon parce qu'il réduit la facture et la dépendance. 3, qu'on continue d'accélérer au niveau européen sur aussi un agenda de protection commerciale. On l'a commencé sur les véhicules électriques chinois et on assume, on en paye d'ailleurs les conséquences, nous Français, parce que parfois on avait été identifiés comme les plus cohérents, donc ceux qui étions les plus vocaux. Mais je vais être clair, on ne peut pas demander à nos industriels de faire des transitions, ce que vous faites toutes et tous, et ne pas les protéger et en quelque sorte laisser de la concurrence déloyale s'installer. Et donc on doit avoir un agenda de concurrence loyale. Nous, on n'est pas pour les tarifs arbitraires, mais on est pour la concurrence loyale. Ce qui veut dire qu'on doit continuer d'avancer sur le juste contenu européen et des mécanismes de protection de nos secteurs industriels quand ils sont exposés à de la concurrence déloyale. C'est ce que nous traiterons entre autres à l'occasion du Conseil présidentiel du commerce extérieur le 13 mai prochain. C'est aussi ce qui continuera d'alimenter les travaux que nous aurons à bâtir. Et puis je souhaite qu'avec vous, on puisse porter aussi des initiatives sectorielles au niveau européen sur cet agenda, parce que c'est secteur par secteur qu'il va falloir analyser les conséquences, en particulier indirectes, de ce qui vient de se passer. Sur beaucoup de secteurs, on va être confronté, je le disais il y a un instant, à des surcapacités sud-asiatiques qui, au fond, se voyant fermer le marché américain, en tout cas en prenant pour certains 30 à 40% de tarifs, vont rediriger leurs flux vers l'Europe. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit tout de suite, sur lequel on est en train de se préparer, mais enfin, ce sont des mécanismes qui vont avoir sur certaines de nos filières, qui dans l'agroalimentaire, qui dans les services, des conséquences qui peuvent être massives. Et donc ça, je souhaite qu'on puisse le préparer avec vous. Enfin, le but de la discussion d'aujourd'hui, c'est d'avoir un premier échange. Tout ça va être ensuite travaillé très étroitement pour préparer cette réponse européenne. Comme l'a dit la présidente de la Commission européenne et le vice-président ici présent, rien n'est exclu. Et donc tous les instruments sont sur la table. Des réponses tarifaires pour faire face, l'activation de mécanismes qui sont en notre main, comme le mécanisme anti-coercition, la possibilité d'avoir des réponses sur les services numériques, où les États-Unis sont extrêmement bénéficiaires sur l'Europe, la possibilité de regarder aussi les mécanismes de financement de l'économie américaine. Il ne faut rien exclure à court terme, il faut faire ce qui est le plus efficace, le plus proportionné, mais qui, en tout cas, marque très clairement que nous sommes décidés à ne pas laisser faire, à ne pas avoir des filières qui sont victimes de ces tarifs, et donc à nous défendre et nous protéger. Voilà ce qui nourrit aujourd'hui nos réflexions après quelques heures et le travail que nous avons lancé avec le Premier ministre, les membres du gouvernement ici présents et en lien très étroit avec la Commission européenne, dont je le rappelle, c'est la compétence. Je ne serai pas plus long. Je vais maintenant proposer qu'il y ait peut-être une expression du Premier ministre, il a des choses à rajouter, et du commissaire, qu'on ait ensuite peut-être l'expression de toutes celles et ceux qui veulent ici porter des points particuliers, et qu'ensuite les ministres puissent revenir sur chacun de ces points. Rien à rajouter, sauf 2 phrases.
et encore qui ne sont pas un ajout. Premier de ces constats, c'est pas seulement une atteinte au principe du commerce international. C'est une atteinte à l'idée que nous nous faisions de notre alliance avec les États-Unis et une atteinte à l'idée que nous nous faisions de la stabilité du monde, en tout cas occidental. Les deux conséquences, vous avez évoqué les conséquences, les deux conséquences sont extrêmement impressionnantes. Et si on se projette à moyen terme, c'est un changement assez important de l'équilibre du monde. Et puis, deuxième observation, nous avons dans cet agenda, en effet, des responsabilités françaises, nationales. Vous avez évoqué la simplification, vous avez évoqué l'allègement d'un certain nombre de charges de type. Donc le président de la République puis le Premier ministre ouvrir cette réunion qui a lieu en ce moment même à l'Élysée avec les représentants des secteurs qui seront donc concernés par les mesures annoncées hier par le président américain André Le Scrug-Pietri. On a entendu le président de la République Emmanuel Macron parler de la réponse évidemment de l'Union européenne, une réponse où les pays européens doivent être réactifs, unis et déterminés. Comment ça doit se traduire très concrètement? Est-ce que c'est possible? Pour le moment, on ne l'a pas montré dans le passé. Et je fais juste la référence, vous faisiez la référence à la Russie. Je crois qu'on a mis 13 paquets de sanctions avant d'arriver vraiment dans les sujets qui font très très mal. Et on a encore plein de domaines sur la Russie qu'on n'a pas vraiment mis sous embargo parce que nos intérêts sont... Je pense que malheureusement... Alors, je crois que la parole présidentielle est tout à fait exacte, le ton est juste. Enfin, là, il n'y a rien à dire. Je crois que ça masque surtout... le fait qu'on n'ait pas beaucoup de moyens de répondre. Quand j'entends qu'on va s'attaquer aux moyens de financement, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. La puissance financière américaine est à son pic. Quand je vois qu'en fait, la seule chose sur laquelle on pense peut-être répondre, c'est les services numériques. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, quand une start-up lève de l'argent en France, entre 20 et 30% va directement dans les licences achetées pour le cloud ou les suites de tel ou tel... éditeur de logiciels. Donc, on en a besoin pour faire fonctionner notre propre futur. Il y a un point sur lequel je voudrais insister parce que je crois qu'en fait, on dit tous qu'on ne comprend pas vraiment très bien. Moi, je crois que ce qu'est en train d'essayer de faire Trump, c'est une explication tout à fait personnelle, c'est un immense pari sur la réindustrialisation américaine. C'est-à-dire, aujourd'hui, le pari qu'il fait, c'est qu'avec cette peur un peu sur la ville ou sur le village global, il fait passer le message à tous les grands industriels, les Allemands, les Français, les Italiens, les Chinois. Installez-vous aux États-Unis, c'est la seule manière d'éviter de subir mes foudres. Et je rappelle que Biden avait eu, alors avec une tout autre mécanisme, le fameux Inflation Reduction Act, qui était plus des subventions extrêmement simples à obtenir, aussi cette stratégie de rapatrier. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où si vous n'avez pas d'industrie, vous n'avez pas d'innovation. Puisqu'aujourd'hui, les cycles allent tellement vite que si vous ne pouvez pas très vite tester, mettre ça dans les usines, ce que les Chinois d'ailleurs ont très bien compris. Deuxième chose, l'industrie, c'est l'emploi. Et donc, évidemment, aussi les électeurs. Et troisième chose, aujourd'hui, l'industrie, c'est ce qui vous permet de tordre le bras ou pas de manière géopolitique, Madame le disait tout à l'heure. Donc, c'est un vrai pari. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron s'y est pas trompé. Vous avez vu le message subliminal adressé aux patrons français qui sont dans la salle de l'Élysée en ce moment. C'est « mettez en pause ». Tous les projets qui avaient été annoncés depuis 3 mois, on se rappelle, le LVMH, CMA, CGM, etc., qui se sont précipités aux États-Unis pour montrer que c'était... Là, on va bien voir, mais je crains qu'aujourd'hui, les intérêts particuliers de ces groupes-là résistent pas très très longtemps à la solidarité demandée par le président. Arnaud Aimé, vous êtes toujours en direct avec nous. Le président de la République disait, je cite, Donald Trump fait un bon constat, effectivement le constat de la désindustrialisation en Occident, mais il apporte une mauvaise réponse avec ces hausses de taxes. Ce qu'il faut, en revanche, c'est accélérer, et on en parlait à l'instant, la réindustrialisation, la simplification pour les entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est un peu du pipeau, en fait. Déjà, quand le président de la République disait c'est certainement et définitivement un impact négatif sur les consommateurs américains
je demande à voir, on verra. Peut-être qu'à très court terme, c'est le cas, parce que ça perturbe les chaînes logistiques, et puis les produits importés, ils continueront à être importés à très court terme, donc ça subira les taxes. Donc c'est vrai que le consommateur, il paiera une partie de ce surcoût. Ça va être peut-être aussi un peu l'exportateur qui absorbera le surcoût sur sa marge, aussi, ou l'importateur. Par exemple, le concessionnaire automobile, s'il importe des voitures premium allemandes. Donc, à court terme, le consommateur américain probablement en paiera un coût, mais à moyen terme, ce qui va se passer, c'est que ça va quand même relocaliser les industries et les chaînes logistiques aux États-Unis. Et à ce moment-là, il y aura plus de droits de douane qui seront subis. Et puis en plus, quand on se déplace aux États-Unis, on paye son énergie moins cher, on a moins de fiscalité. On avait les subventions dont parlait André tout à l'heure, qui sont de l'époque Biden, l'IRA. Donc certes, la main-d'œuvre américaine, elle est plus chère, mais l'énergie américaine, elle est moins chère. La fiscalité américaine, elle est moins chère. Les capitaux américains, ils sont abondants. Donc ce que raconte le président de la République sur l'impact pour le consommateur américain, on va bien voir. Et après, pour finir de répondre à votre question, oui, il faut certainement réindustrialiser en France et en Europe, mais il faut peut-être le faire comme le font les USA. Et si on veut que l'Europe réagisse à Trump avec les mêmes armes que Trump, donc le président Macron citait l'arme de taxe douanière, mais bon, il peut aussi aller au bout. Et ce que fait Trump aussi pour son propre pays, pour accélérer le développement économique, c'est quoi ? C'est la déréglementation, c'est la baisse des dépenses publiques et donc la baisse de la fiscalité, c'est attirer les investissements dans son pays. Donc nous, les Français et les Européens, et le président Macron, il dit quoi là-dessus ? Moi, j'ai pas trop compris ce qu'il disait. Et puis, pour aller dans le sens de ce que disait André tout à l'heure, il y a beaucoup de capacité d'investissement aux États-Unis. On pourrait peut-être avoir aussi davantage de capacité d'investissement également en Europe et notamment en France. Donc, j'ai envie de dire, on en est où aussi des fonds de pension à la française qui permettent de mobiliser l'épargne des Français pour la mettre dans l'économie productive. Sylvain Bersinger, on a entendu aussi le président de la République parler de la force européenne qui est ce marché, on en parlait tout à l'heure, de ce marché de 450 millions de consommateurs qui pourrait être un moyen de faire pression sur les États-Unis. Étant donné ce qu'on vient d'entendre, est-ce que vraiment ça peut être suffisant pour faire plier Donald Trump ? Alors, pour le faire plier, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, mais je pense en tout cas que l'erreur, à mon avis, ce serait de répondre à des tarifs par des tarifs. Parce qu'en fait, je pense que les droits de douane, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire votre invité. Je pense que c'est une catastrophe aussi pour l'économie américaine. Je ne crois pas une seconde que l'Amérique va se réindustrialiser avec ses droits de douane. Je pense que l'industrie américaine va plutôt en souffrir. On pourrait détailler, mais enfin bref. Donc je pense que ces droits de douane américains sont une erreur, sont négatifs pour les États-Unis et pour le reste du monde. Si nous, on rajoute une salve de droits de douane massive, on rajoute une erreur sur une erreur. Donc, qu'il y ait une réponse pour montrer aux États-Unis qu'on réagit, d'accord, mais je pense qu'il ne faut pas faire la même chose, il ne faut pas faire la même erreur. Ça peut être une réponse, on peut essayer de couper certaines exportations. Regardez, le Canada avait menacé de couper l'électricité, par exemple. On peut cibler certains composants dont a besoin, je ne sais pas, l'industrie aéronautique ou autre américaine. Ça peut être une réponse sur des taxes. Le président parlait des services numériques, par exemple. Mais je crois que l'erreur, ce serait de répondre à une erreur de Trump de droits de douane un peu tapis de bombe avec les mêmes droits de douane. Parce que oui, on a un grand marché, mais si vous mettez des droits de douane massifs, on aura le même problème que sont en train de se poser les Américains. Donc je pense qu'il ne faut pas copier l'erreur de Trump par une erreur européenne. Hugues Huet, le président de la République, évoquait plusieurs pistes. La réponse tarifaire qui en est une, mais aussi les mécanismes anti-coercition et aussi dans le viseur possiblement les services numériques qui sont effectivement très symboliques pour les Américains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles pourraient être ces pistes, ces mesures anti-coercition par exemple ? Qu'est-ce qui fait la puissance des États-Unis aujourd'hui ? Essentiellement, effectivement, les GAFA et les services numériques, les plateformes, les réseaux sociaux, etc. Ça, là-dessus, nous, Européens, on est plutôt désarmés et les Américains ont pris une longueur d'avance depuis au moins une vingtaine d'années. Donc, c'est un secteur sur lequel, effectivement, l'Europe, si elle le souhaite, peut peser fortement. Mais c'est une arme atomique, parce que là, on est dans le cœur du cœur de l'Amérique et on est aussi, on s'attaque aussi à des gens qui sont aujourd'hui proches de Donald Trump. Elon Musk, Mark Zuckerberg, dans un degré donc moins ça le veut dire patron que d'Amazon. s'attaquer à ça pourrait faire en fait un effet de mécanisme à exploiter vraiment en dernier faire recours. Monter les même si surenchères, je ne suis pas économiste, je pense que c'est plutôt en dernier recours. C'est plutôt intéressant à agiter comme
menace. Et ça peut prendre deux aspects. D'une part, des taxes, effectivement, sur un certain nombre de produits. Et puis, ça peut prendre aussi des formes réglementaires. Or, l'Europe a beaucoup agi sur le plan réglementaire en matière numérique depuis quelques années. Il y a ce qu'on appelle le RGPD. Alors tout ça, ça va être un peu technique. Le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données et ça encadre l'activité de ces industries. Il y a des sanctions qui peuvent exister, donc il faut une transparence des données, etc., notamment véhiculées par les réseaux sociaux. Et puis il y a deux mesures aussi qui font le cauchemar, si j'ose dire, de ces industriels de la tech. C'est ce qu'on appelle le DSA, le Digital Service Act. Alors ça cible les plateformes qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs, donc Meta, Google, etc., Là aussi, donc, s'ils ne respectent pas, on va dire, la modération des contenus, la pédopornographie, etc., le ciblage publicitaire, comment il est fait, eh bien là aussi, donc, ces entreprises donc, peuvent s'exposer à des sanctions qui peuvent aller très loin. Et puis, enfin, il y a le Digital Market Act, c'est le DMA. Et là, ça s'applique aux contrôleurs d'accès, c'est-à-dire Apple et Amazon. En gros, Apple a par exemple le monopole sur les applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Eh bien, donc, par rapport à ces mesures-là, il y a eu plusieurs condamnations, dont Apple, et des condamnations assez lourdes. Donc ça, effectivement, ça a utilisé avec modération, mais c'est une menace bien réelle. Il nous reste moins d'une minute, Anne Kratz. Vous parliez tout à l'heure de la riposte après avoir entendu Emmanuel Macron. Est-ce que vous estimez que ça va dans le bon sens par rapport à ce que vous envisagiez tout à l'heure d'une riposte européenne et là une riposte Je française? suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire monsieur. Je crois qu'il faut vraiment prendre la mesure de ce qu'a annoncé Trump. On n'en comprend pas encore toutes les véritables conséquences, particulièrement sur la Chine et sur le Vietnam, le Cambodge, etc. Parce qu'en fait, c'est une quadruple attraction pour la Chine, parce que la plupart des entreprises au Vietnam et au Cambodge sont des entreprises chinoises. Je dis ça parce que tous ces éléments-là, ça va faire partie de la riposte, parce qu'à ce moment-là, il va falloir se positionner aussi vis-à-vis de la Chine. Donc on ne peut pas simplement avoir une conférence comme ça et dire ce qu'on n'accepte pas, c'est la concurrence déloyale. La concurrence déloyale n'existe pas. La concurrence est toujours déloyale. Et certainement, en Amérique, elle l'est toujours, même si la libre entreprise, etc., qui a été inventée par les Anglais, est sur la bouche de tout le monde. Mais la concurrence déloyale n'existe pas. La concurrence est déloyale, par définition, par essence. Donc là, les cartes sont dans les mains, les cartes technologiques, comme ça vient d'être dit, mais aussi les cartes financières. Parce que le niveau d'investissement, par exemple, Apple va investir 500 milliards de dollars pour fabriquer ses téléphones en Amérique, bon, excepté la Chine, on s'en fiche. Vous voyez, on n'est pas au même niveau de cartes. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été sur ce plateau et merci Arnaud Aimé d'avoir été en direct aussi avec nous sur France Info. Merci beaucoup. Restez avec nous pour la suite du 16-18 sur France Info. On se retrouve dans quelques instants, juste après le JT Monde. À tout de suite.